Ils ont ri, en disant que personne ne m'épouserait jamais. Mais quand mon fiancé, milliardaire et de sang royal, a passé la bague à mon doigt, les flashs des appareils photo ont crépité, les gros titres ont explosé et soudain, tout le monde voulait être moi. Ils ont regardé, stupéfaits. Les néons de la cafétéria du Henderson Community College bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que j'étais assis seul à ma table habituelle dans un coin, picorant le repas à prix réduit que j'avais réussi à payer avec ma carte de bons alimentaires. Je m'appelle Riley Brennan, et à l'époque, j'étais invisible. Juste une autre étudiante boursière essayant de survivre dans un monde qui semblait conçu pour me rappeler que je n'avais pas ma place. Oh mon Dieu! C'est Riley? La voix a transpercé le bruit de la cafétéria comme un couteau. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour savoir que c'était Peyton Ashford, entourée de son cortège habituel de suiveuses habillées en créateur. Elle porte toujours ses trouvailles de chez Goodwill, à ce que je vois. Je gardais les yeux fixés sur mon plateau, mes doigts se resserrant sur ma fourchette en plastique. Ce n'était pas nouveau. Depuis 2 ans à Henderson, j'étais la cible des divertissements cruels de Peyton. Mes vêtements de seconde main, mon sac à dos usé à la fermeture éclair cassée, mon téléphone démodé à l'écran fissuré. Tout en moi criait la pauvreté dans une école où la plupart des étudiants conduisaient des voitures valant plus que le salaire annuel de ma mère. Vous savez ce que j'ai entendu, a poursuivi Peyton, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie alors qu'elle s'approchait de ma table. Ses amis gloussaient derrière des mains parfaitement manucurées. J'ai entendu dire que Riley pense vraiment avoir une chance avec quelqu'un. Vous imaginez? Comme si quelqu'un voudrait épouser ça. Mes joues brûlaient, mais je refusais de lui donner la satisfaction d'une réponse. Cette séance de torture particulière avait commencé il y a 3 semaines, lorsque j'avais été mise en équipe avec Devon Martinez pour un projet de sociologie. Devon était gentil, drôle, et me traitait comme un être humain, ce qui était apparemment suffisant pour susciter la jalousie et les moqueries de Peyton. Sérieusement, Riley. Peyton s'appuya contre ma table, son bracelet Cartier cliquetant contre la surface. Tu dois comprendre quelque chose sur ta place dans ce monde. Les filles comme toi, vous n'êtes pas bonnes à marier. Vous n'êtes même pas bonnes à fréquenter. Tu es le genre de fille pour qui les hommes ont pitié, qu'ils aident peut-être avec les devoirs, mais qu'ils ne ramènent jamais à la maison pour présenter à leur famille. Ces mots m'ont poignardé plus profondément qu'elle ne le savait. Mon père nous avait abandonnés quand j'avais 7 ans, laissant ma mère élever 3 enfants avec un salaire de femme de ménage. J'avais grandi en la regardant nettoyer les toilettes des autres, les manoirs des autres, toujours épuisée, toujours inquiète pour l'argent. L'expression « bonne à marier » avait hanté mon enfance, murmurée par des parents, sous-entendue par l'abandon de mon père, renforcée par chaque rejet romantique que j'avais connu. « Qu'est-ce qui ne va pas » ricana Peyton. « Le chat t'a mangé la langue ? Ou est-ce que tu acceptes enfin la réalité ? Laisse-la tranquille, Peyton. » La voix était masculine, autoritaire, et complètement inattendue. J'ai levé les yeux pour voir une grande silhouette s'approcher, quelqu'un que je n'avais jamais vu sur le campus. Il avait les cheveux sombres, des traits fins et une aura de confiance tranquille qui semblait réduire au silence toute la cafétéria. L'expression de Peyton est passée d'un amusement cruel à un charme désespéré en quelques secondes. Oh, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé. Nous avions juste une conversation amicale. Je suis Peyton Ashford. Mon père possède Ashford Industries. Peut-être avez-vous entendu parler de nous. Les yeux gris de l'étranger l'ont à peine effleuré avant de se poser sur moi. Vous avez laissé tomber ça. Il tenait un livre de bibliothèque que je n'avais même pas remarqué être tombé de mon sac. Un exemplaire usé de littérature victorienne que j'analysais pour mon cours d'anglais. Merci, ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure en prenant le livre. Choix intéressant. George Eliot. Il a souri légèrement. Middlemarch ou Daniel Deronda ? Middlemarch, ai-je répondu, surprise qu'il reconnaisse l'auteur. Pour mon cours de littérature britannique. Excellent roman. Le commentaire social sur le mariage et l'ambition est particulièrement pertinent. Il a tendu la main. Je suis Connor Westfield. Je lui ai serré la main, consciente que Peyton nous fixait avec une fureur à peine dissimulée. Riley Brennan. Eh bien, Riley Brennan, je cherche en fait le bâtiment de l'administration. Je suis transféré ce semestre et je suis complètement perdu. Son sourire était sincère, dépourvu de la pitié ou de la condescendance que j'attendais des interactions avec les étudiants riches. Avant que je puisse répondre,
Peyton s'est inséré entre nous. Oh, je peux vous montrer. Je connais ce campus comme ma poche. Je suis aussi disponible pour vous faire visiter la ville, vous présenter aux bonnes personnes. En fait, a interrompu Connor doucement, ses yeux toujours sur moi, j'espérais que Riley aurait le temps. Elle a l'air de quelqu'un qui comprend vraiment le côté académique des choses, ce qui est la raison de ma présence ici. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Était-ce vraiment en train d'arriver? J'ai environ 30 minutes avant mon prochain cours. Parfait. Connor a fait un geste vers la sortie de la cafétéria. On y va. Alors que nous nous éloignions, je pouvais sentir le regard meurtrier de Peyton me brûler le dos. Je pouvais entendre son murmure furieux à ses amis, mais pour qui se prend-il? Et elle? Mon Dieu, elle ne sait probablement même pas comment se comporter avec quelqu'un qui a de la classe. L'air d'octobre était vif lorsque Connor et moi sommes sortis. Il marchait à côté de moi avec une grâce naturelle, apparemment indifférent à ma veste élimée ou à mes chaussures éraflées. Merci, dis-je doucement. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, là-bas. Faire quoi? Demander mon chemin. Son ton était léger, mais ses yeux contenaient de la compréhension. Écoutez, j'ai vu assez de harcèlement pour le reconnaître. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Nous avons marché en silence confortable pendant un moment avant qu'il ne reprenne la parole. Alors, allez-vous vraiment m'aider à trouver le bâtiment de l'administration ou étiez-vous juste poli? J'ai ri, j'ai vraiment ri pour la première fois depuis des semaines. C'est par ici. Suivez-moi. Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que je n'aurais jamais pu savoir, c'est que Connor Westfield n'était pas juste un autre étudiant transféré. Il n'était pas juste un autre gosse de riche s'encanaillant dans une université communautaire pour des raisons inconnues. Alors que nous traversions ce campus, mes baskets usées crissant sur les feuilles mortes à côté de ces chaussures en cuir coûteuses, je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de se transformer d'une manière qui ferait passer les pires cauchemars de Peyton Ashford pour de doux rêves. Je ne savais pas que d'ici 6 mois, mon visage serait en couverture de tous les grands magazines du pays. Je ne savais pas que mon mariage ferait planter les plateformes de médias sociaux et générerait plus de trafic internet que les mariages royaux en Europe. Je ne savais pas que les gens qui m'avaient qualifié de pas bonne à marier essaieraient désespérément de prétendre qu'ils avaient toujours été mes amis. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que quelqu'un avait pris ma défense. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas complètement seul. Mais l'univers a une drôle de façon de récompenser la patience et de punir la cruauté. Peyton Ashford était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. Connor a commencé à apparaître partout après ce jour. Pas d'une manière effrayante de harceleur, mais plutôt comme s'il avait vraiment décidé que le Henderson Community College valait son temps. Bien qu'il ait clairement les moyens de s'offrir n'importe quelle université de l'Ivy League, il s'asseyait à la bibliothèque où j'étudiais, se montrait au café du campus pendant mes pauses, et finissait toujours par se retrouver dans des discussions qui remettaient en question tout ce que je pensais savoir. Ton analyse des thèmes féministes d'Eliot est fascinante, a-t-il dit un après-midi, 2 semaines après notre rencontre. Nous étions assis dans la section silencieuse de la bibliothèque, entourés de piles de livres. Mais tu te retiens. Je peux dire que tu as des opinions plus fortes que ce que tu as écrit dans cet essai. J'ai regardé le devoir qu'il venait de lire, mon dernier travail auquel le professeur Chen avait donné un A. Que veux-tu dire? Ça. Il a pointé un paragraphe. Tu as écrit que les choix de Dorothea étaient quelque peu limités par les attentes de la société. C'est diplomatique et prudent. Mais ce que tu penses vraiment, c'est qu'elle était piégée dans une cage d'attente qui a étouffé son potentiel, n'est-ce pas? La chaleur m'est montée au cou. Il avait raison. J'avais appris à édulcorer mes opinions pour me faire plus petite dans les espaces académiques où je me sentais déjà comme une étrangère. Comment as-tu? Parce que je t'ai observé en classe. Quand le professeur Chen pose des questions, tu as des réponses, mais tu attends de voir ce que tout le monde dit d'abord. Ensuite, tu dilues ta réponse pour correspondre à la température de la pièce. Connor se pencha en avant, ses yeux gris intenses. Pourquoi? Personne ne m'avait jamais vu aussi clairement auparavant. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Parce que les filles comme moi n'ont pas le droit d'avoir des opinions fortes. Nous sommes censés être reconnaissantes d'être même dans la pièce. C'est des conneries. Sa franchise m'a surprise. Tes idées sont plus perspicaces que celles de la moitié des héritiers qui se la coulent douce pendant leurs études. Tu as ta place dans chaque pièce où tu entres, Riley.
Plus tôt tu le croiras, plus tôt tout le monde le croira aussi. Nos sessions d'études sont devenues régulières. Connor avait une façon de tirer de moi des pensées que je ne savais même pas que j'avais. Il me mettait au défi sur tout, la littérature, la philosophie, la politique, mais ne me faisait jamais sentir stupide pour mes points de vue. Au contraire, il traitait mes idées comme si elles comptaient, comme si je comptais. Où as-tu étudié avant ici? Ai-je demandé un soir alors que nous rangions nos livres. Novembre était arrivé avec sa nuit précoce, et la bibliothèque était presque vide. Quelque chose a vacillé sur son visage. De l'hésitation, peut-être du calcul. Un pensionnat sur la côte est. J'ai pris une année sabbatique pour comprendre ce que je voulais vraiment étudier, plutôt que ce qu'on attendait de moi. Beaucoup d'amour et d'efforts ont été consacrés à donner vie à cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, retournons là où nous nous sommes arrêtés. Ça doit être agréable, dis-je sans réfléchir, d'avoir le luxe de prendre une année sabbatique. Tu penses que ma vie est facile parce que j'ai de l'argent? Sa question n'était pas défensive, juste curieuse. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac à dos, réfléchissant. Plus facile que la mienne, certainement. Je suis ici grâce à des bourses qui exigent des notes parfaites. Je travaille 20 heures par semaine dans une épicerie pour aider ma mère avec les factures. Je ne peux pas me permettre de prendre une année sabbatique ou de prendre le temps de réfléchir. Je dois réussir du premier coup. Argument valable, a reconnu Connor. Mais l'argent n'achète pas la liberté face aux attentes. Parfois, il rend juste la cage plus chère. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Urgence, hôpital. Ton frère. Mes mains tremblaient en lisant le message. Jake, mon frère de 15 ans, avait eu un accident de skateboard. Possible commotion cérébrale. Ils étaient à l'hôpital général de Henderson. Je dois y aller, dis-je, en fourrant mon téléphone dans ma poche et en me levant si vite que ma chaise a raclé bruyamment contre le sol. Qu'est-ce qui ne va pas? Connor était immédiatement sur ses pieds. Urgence familiale, mon frère. Ma voix s'est brisée. Je n'avais pas de voiture. Le bus mettrait 45 minutes. Ma mère était seule à l'hôpital, probablement terrifiée, et certainement incapable de payer les factures à venir. Je te conduis. Le ton de Connor ne laissait aucune place à la discussion. Tu n'es pas obligé. Riley. Il a posé une main sur mon épaule, stable et rassurante. Laisse-moi t'aider. Sa voiture était une Mercedes noire et élégante qui coûtait probablement plus que les revenus de toute une vie de ma famille. Je l'ai à peine remarqué alors que nous filions dans les rues de Henderson vers l'hôpital. Connor ne posait pas de questions, ne faisait pas la conversation. Il conduisait simplement avec une efficacité concentrée pendant que j'essayais de ne pas m'effondrer sur le siège passager. À l'hôpital, il a insisté pour entrer. Ma mère avait l'air épuisée dans la salle d'attente, portant encore son uniforme de femme de ménage de son service. Quand elle m'a vu, le soulagement a inondé son visage. Riley, Dieu merci. Jake va bien. Une légère commotion, pas de fracture. Mais l'assurance. Elle a jeté un coup d'œil à Connor, prenant soudain conscience de l'étranger riche à côté de sa fille. Je suis désolé. Je suis Margaret, la mère de Riley. Connor Westfield, madame. Je suis heureux que votre fils aille bien. Il lui a serré la main avec un respect sincère. Aucune trace de la condescendance que les gens riches montraient souvent aux parents de la classe ouvrière. Une administratrice de l'hôpital s'est approchée avec des papiers et cette expression désolée qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. Mademoiselle Brennan, à propos du paiement. Je m'en occupe. Connor a sorti une carte de crédit avant que ma mère ne puisse protester. Non, a dit ma mère fermement. Absolument pas. Nous n'acceptons pas la charité. Ce n'est pas de la charité, madame. C'est ce que les amis font les uns pour les autres. La voix de Connor était douce mais insistante. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. J'ai vu la fierté de ma mère lutter contre la réalité. Les factures médicales nous dévasteraient financièrement. Mais accepter l'aide d'un étranger, un étranger riche, allait à l'encontre de tout ce qu'elle nous avait appris sur le fait de se débrouiller seule. Maman, dis-je doucement. Jake doit passer en premier. Elle a fermé les yeux, et j'ai vu une larme s'échapper sur sa joue burinée. Merci,
a-t-elle murmuré à Connor. Je vous rembourserai chaque centime. Il n'y a pas de dette, mademoiselle Brennan. Je vous le promets. Pendant que Connor s'occupait des formalités administratives, je me suis assise avec ma mère dans la salle d'attente. Elle m'a étudié avec ses yeux perspicaces qui avaient percé à jour chaque mensonge d'adolescente que j'avais tenté. Ce n'est pas juste un camarade de classe, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Je ne sais pas ce qu'il est, ai-je admis. Nous sommes amis, je pense. Mais maman, parfois il me regarde comme si. Je ne pouvais pas finir la phrase. Comme si tu comptais, a-t-elle complété. Bien. Tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur. Quand Jake a été autorisé à sortir 2 heures plus tard avec un bandage à la tête et des ordres de repos stricts, Connor nous a tous ramenés à notre petit appartement dans le quartier défavorisé de Henderson. S'il a été choqué par la peinture écaillée, les quartiers exigus ou la pauvreté évidente, il ne l'a pas montré. Merci, lui ai-je dit à la porte, pour tout. Riley, puis-je te demander quelque chose? L'expression de Connor était sérieuse sous la faible lumière du porche. Voudrais-tu dîner avec moi ce week-end? Pas en guise de remerciement pour ce soir. Pas en paiement pour quoi que ce soit. Juste parce que j'aimerais vraiment passer du temps avec toi en dehors des bibliothèques et des hôpitaux. Mon cœur a raté un battement. Comme un rendez-vous? Exactement comme un rendez-vous. Toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête se sont déclenchées. Les garçons riches ne sortaient pas avec les filles pauvres. Pas sérieusement. Cela se terminerait par un chagrin d'amour. Les mots de Peyton ont résonné. Tu n'es pas bonne à marier. Mais Connor me regardait comme si j'étais la seule personne au monde qui valait la peine d'être regardée. Oui, me suis-je entendu dire. J'aimerais bien. Son sourire a transformé tout son visage. Samedi à 19h. Samedi à 19h. Alors que je le regardais s'éloigner en voiture, je n'avais aucune idée que je venais d'accepter le premier rendez-vous qui deviendrait finalement l'histoire d'amour la plus commentée d'Amérique. Je ne savais pas que Connor Westfield était en fait Connor Westfield III, héritier de la dynastie Westfield, une famille dont la richesse et l'influence faisaient paraître les Rockefeller modestes. Je savais juste que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait. Me voyait vraiment. Et c'était terrifiant et merveilleux à la fois. Peyton Ashford était sur le point de découvrir exactement ce qu'elle avait sous-estimé. Mais cette tempête couvait encore à l'horizon. Samedi est arrivé avec le genre d'anxiété qui vous fait essayer chaque vêtement que vous possédez 2 fois. Le sol de ma chambre ressemblait à une tornade qui aurait frappé une friperie. Rien ne semblait convenir. Tout criait, fille pauvre qui prétend être quelque chose qu'elle n'est pas, ma sœur cadette, Emma, était assise sur mon lit, observant ma crise avec la sagesse de ses 13 ans. Tu sais qu'il t'a déjà vu dans tes vêtements habituels, n'est-ce pas? Il t'a invité à sortir quand même. C'est différent, ai-je argumenté, en tenant une robe bleu marine que j'avais achetée pour ma remise de diplôme du lycée. C'était l'école. C'est un rendez-vous. Un vrai rendez-vous. Avec un gars qui a payé la facture d'hôpital de Jake sans sourciller, a souligné Emma. Je ne pense pas qu'il se soucie de savoir si ta robe vient de chez Target. Elle avait raison. Mais cela n'a pas empêché mes mains de trembler alors que j'appliquais le maquillage de supermarché que j'avais économisé pour acheter. Connor m'avait envoyé l'adresse du restaurant, Marello's, un restaurant italien du centre-ville devant lequel je n'avais fait que passer, sans jamais imaginer y entrer. Quand la sonnette a retenti à 19h précise, ma mère m'a devancé. Je l'ai entendu saluer Connor, sa voix portant ce ton de mère protectrice qui pourrait intimider des membres de gang. Monsieur Westfield, pile à l'heure. Appelez-moi Connor, s'il vous plaît, mademoiselle Brennan. Riley est-elle prête? J'ai attrapé mon manteau, le plus beau que je possédais, ce qui n'était pas peu dire, et je me suis dirigé vers le salon. Connor se tenait dans notre entrée exiguë, portant un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher que notre loyer mensuel, mais son visage quand il m'a vu s'est illuminé comme si je portais une robe de bal au lieu d'une robe vieille de 5 ans. Tu es magnifique, a-t-il dit simplement. J'ai qu'à siffler depuis le canapé jusqu'à ce que maman lui lance un regard noir. Vous la ramenez avant 23 heures, jeune homme. Oui, madame, a acquiescé Connor sérieusement. Je promets d'être un parfait gentleman. Le trajet jusqu'à Marello's est passé dans un flou de conversations nerveuses. Connor m'a posé des questions sur mes cours, ma famille, mes rêves, des questions que personne n'avait jamais pris la peine de me poser. Il écoutait comme si mes réponses comptaient vraiment.
Je veux enseigner, ai-je admis alors que nous nous garions devant le restaurant. La littérature anglaise, peut-être dans une université communautaire. Aider les jeunes comme moi qui pensent que l'éducation n'est pas pour les gens de leur quartier. C'est incroyable, a dit Connor. Et je pouvais dire qu'il le pensait. Le monde a besoin de plus de professeurs qui comprennent ce contre quoi leurs élèves se battent. L'intérieur de Mareloes était tout ce que j'avais imaginé. Des tables éclairées à la bougie, une douce musique italienne, des serveurs en uniforme impeccable, le genre d'endroit où je pouvais sentir les étiquettes de prix sur tout. L'hôtesse a salué Connor par son nom. Monsieur Westfield, votre table habituelle est prête. Sa table habituelle. C'était son monde, et j'y étais une imposture. Comme s'il lisait dans mes pensées, Connor s'est penché près de moi alors que nous nous asseyions. Respire, Riley. Ce n'est qu'un dîner. Juste toi et moi, parlant comme nous le faisons tous les jours. Dans les bibliothèques, où j'ai ma place, ai-je marmonné. Pas dans des endroits avec des serviettes en tissu et des cartes des vins. Tu as ta place partout où tu choisis d'être, a dit Connor fermement. Maintenant, dis-moi quelque chose que je ne sais pas encore sur toi. La soirée s'est déroulée comme un rêve dont j'avais peur de me réveiller. Connor était drôle, intelligent et sincèrement intéressé par tout ce que je disais. Il ne me parlait pas de haut, n'essayait pas de m'impressionner avec sa richesse. Quand j'ai accidentellement renversé mon verre d'eau, il l'a simplement écarté et a continué à parler comme si de rien n'était. À mon tour de poser une question, ai-je dit au dessert. Un tiramisu qui avait le goût des nuages. Pourquoi le Henderson Community College? Tu pourrais aller n'importe où. Harvard, Yale, Oxford. Pourquoi ici? L'expression de Connor a changé, devenant réservée. Parce que j'avais besoin de m'éloigner des attentes, d'une vie qui était planifiée avant même ma naissance. Henderson n'est pas lié au nom de ma famille, donc je peux juste être moi. Le nom de ta famille, ai-je insisté doucement. Il est resté silencieux un long moment, étudiant son expresso. Riley, il y a quelque chose que je devrais te dire sur qui je suis. Tiens. La voix a tranché notre moment comme une lame. Je me suis retourné pour voir Peyton Ashford debout à côté de notre table, flanqué de deux amis tout aussi surhabillés. Riley Brennan chez Mareloes. Tu t'es perdu en allant au McDonald's? Mon visage a brûlé. C'était mon cauchemar, être exposé comme une étrangère devant Connor. Peyton. La voix de Connor était froide d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Tu devrais partir. Oh, Connor, mon chou, je suis juste surprise de te voir tant canailler. Le rire de Peyton était acéré comme une lame de rasoir. Je veux dire, Riley est gentil et tout, mais soyons réalistes. C'est de la charité, n'est-ce pas? Ta bonne action du semestre. Sortir la pauvre fille, la faire se sentir spéciale, puis retourner à ta vraie vie. Quelque chose s'est brisé en moi. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque rappel que je n'étais pas assez bien est revenu en force. J'ai commencé à me lever, prête à partir avec le peu de dignité qu'il me restait. La main de Connor a attrapé la mienne. Assieds-toi, Riley. Ses yeux n'ont jamais quitté Peyton. Puisque tu sembles confuse, laisse-moi clarifier quelque chose. Riley est la femme la plus authentique, intelligente et remarquable que j'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas moi qui m'encanaille. C'est moi qui ai la chance qu'elle ait dit oui pour dîner. Connor, tu ne comprends pas. A tenté Peyton à nouveau. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Connor s'est levé, sa taille et sa prestance commandant soudain tout le restaurant. Tu vois les vêtements de seconde main de Riley et tu supposes qu'elle est moins que toi. Tu vois mon costume cher et tu supposes que je suis mieux qu'elle. Tu as tort sur les deux points. Riley a plus de substance, de caractère, de valeur dans son petit doigt que tu n'en as jamais montré dans toute ton existence. Le restaurant était devenu silencieux. Même la musique de fond semblait s'être arrêtée. Le visage de Peyton a oscillé entre le choc, l'embarras et la fureur. Sais-tu qui je suis? Qui est mon père? Je me fiche que ton père soit le président, a répondu Connor. Tu es cruel, et la cruauté est la qualité la plus peu attrayante qu'une personne puisse avoir. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, Riley et moi avons un dîner privé. La bouche de Peyton s'est ouverte et fermée comme un poisson. Ses amis reculaient déjà, mortifiés. Finalement, elle s'est retournée et est sortie en trombe,
ses talons claquant furieusement contre le sol en marbre. Connor s'est rassis, sa colère se calmant visiblement. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû perdre mon sang-froid. Tu plaisantes? Ai-je soufflé. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Il a souri, mais c'était teinté de tristesse. Riley, ce que j'essayais de dire avant que nous soyons interrompus. Mon nom complet est Connor Westfield III. Ma famille possède Westfield Global Industries. Nous sommes très riches, très connus. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Westfield Global Industries. J'avais vu leur nom sur des bâtiments, dans des articles de journaux sur la philanthropie et des contrats commerciaux valant des milliards. Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient la royauté américaine. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La question est sortie plus petite que je ne l'avais prévu. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a regardé et a vu juste Connor, pas l'héritier Westfield, pas un fonds en fiducie, pas une opportunité de réseautage, juste moi. Ses yeux gris imploraient la compréhension. Tu m'as traité comme une personne, Riley. Sais-tu à quel point c'est rare? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Chaque interaction que nous avions eue, Connor avait été authentique, gentil et présent. Il n'avait jamais étalé sa richesse ni ne m'avait fait sentir petite. Au contraire, il m'avait constamment valorisé. Est-ce que ça change les choses? A-t-il demandé doucement. Entre nous? J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Tu as payé la facture d'hôpital de mon frère. Tu as tenu tête à Peyton. Tu me vois quand le reste du monde me regarde sans me voir. Alors, non. Découvrir que tu es obscènement riche ne change rien. Sauf que maintenant, je comprends peut-être pourquoi tu es si doué en analyse littéraire. Des tuteurs privés, n'est-ce pas? Connor a ri, la tension se brisant. Coupable. Mais tu es toujours plus perspicace que moi. En quittant Marelloes ce soir-là, le bras de Connor autour de mes épaules, je n'avais aucune idée que Peyton complotait déjà sa vengeance. Je ne savais pas que notre relation deviendrait bientôt une nouvelle nationale, que des photographes camperaient devant mon appartement, que ma vie était sur le point de se transformer en quelque chose d'inconnaissable. Tout ce que je savais, c'est que Connor Westfield III m'avait choisi. Moi, Riley Brennan, ordinaire, fauché, pas bonne à marier. Et cela ressemblait à de la magie. La véritable histoire ne faisait que commencer. Sortir avec Connor Westfield, c'était comme entrer dans une réalité alternative où j'étais la protagoniste au lieu du personnage de second plan. Il venait me chercher après mes services à l'épicerie dans sa Mercedes, sans jamais commenter mon uniforme qui sentait les légumes. Nous étudions ensemble dans des cafés où les baristas connaissaient sa commande par cœur. Il m'a fait découvrir des galeries d'art et des concerts symphoniques, puis écoutait attentivement quand je lui expliquais pourquoi je préférais les petites librairies indépendantes et les scènes ouvertes acoustiques. Tu collectionnes les expériences, ai-je observé un soir de décembre alors que nous nous promenions dans le marché de Noël de Henderson. La neige saupoudrait ses cheveux sombres et notre souffle formait des nuages dans l'air froid. Que veux-tu dire? Le bras de Connor était autour de ma taille, me gardant près de lui contre le froid de l'hiver. Tout ce que tu fais, être transféré dans une université communautaire, éviter les projecteurs de ta famille, sortir avec moi. Tu essaies de découvrir qui tu es sans le nom Westfield qui y est attaché. Il s'est arrêté de marcher, se tournant pour me faire face complètement. Les lumières du marché scintillaient autour de nous, et quelqu'un vendait des marrons grillés à proximité. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, n'est-ce pas? Est-ce une mauvaise chose? C'est terrifiant et merveilleux. Il m'a embrassé sur le front. La plupart des gens voient ce qu'ils veulent de moi. Toi, tu me vois. Ce que Connor n'a pas mentionné, c'est la tension croissante avec sa famille. Son téléphone vibrait constamment d'appels qu'il mettait en sourdine. Des messages textes qu'il lisait et supprimait. L'ombre qui traversait son visage lorsque le nom de sa mère apparaissait sur l'écran. 3 semaines après notre premier rendez-vous, la bulle a éclaté. Je travaillais le soir à l'épicerie Riverside quand une femme dans un manteau Burberry crème est entrée dans mon allée. Elle était magnifique, dans la cinquantaine, impeccablement habillée avec le genre de prestance qui faisait que tout le monde se redressait instinctivement. Elle s'est arrêtée devant ma caisse. Riley Brennan. Sa voix était cultivée, contrôlée, avec un tranchant qui pouvait couper du verre. Oui. J'ai scanné le lait d'un client, essayant de rester professionnel malgré mon cœur qui s'emballait.
Quelque chose chez cette femme criait le danger. Je suis Victoria Westfield. La mère de Connor. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Nous devons parler. Mes mains se sont figées sur la caisse. La mère de Connor. Ici, à mon travail d'épicière. Je travaille en ce moment, ai-je réussi à dire. Alors j'attendrai. Victoria s'est écartée avec la patience de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Les 20 dernières minutes de mon service se sont écoulées avec une lenteur angoissante. Victoria a parcouru le magasin avec un léger intérêt, vérifiant occasionnellement son téléphone. Quand ma remplaçante est arrivée, je ne pouvais plus éviter la conversation. Nous nous sommes assises dans la Bentley avec chauffeur de Victoria, car bien sûr, elle avait un chauffeur. Les sièges en cuir coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe. Mon fils n'est pas rentré à la maison pour Thanksgiving, a commencé Victoria sans préambule. Il a ignoré les obligations familiales, les réunions d'affaires et les tentatives de contact de son père. Tout ça parce qu'il joue à la dinette avec une fille d'une université communautaire. Joue à la dinette ? Ma voix est sortie plus stable que je ne le pensais. Soyons franches, Riley. Vous avez l'air d'une gentille fille, travailleuse, assez intelligente. Mais vous ne faites pas partie du monde de Connor. Sa vie implique des responsabilités que vous ne pouvez pas comprendre. Des galas où une seule robe coûte 50 000 $. Des négociations commerciales qui affectent des milliers d'employés. Des mariages qui fusionnent des dynasties, pas des sentiments. Chaque mot était une flèche précisément décochée. Connor et moi tenons l'un à l'autre. J'en suis sûr. Le premier amour est enivrant. Le ton de Victoria s'est légèrement adouci, ce qui a rendu les choses encore pires. Mais on s'attendra à ce que Connor reprenne Westfield Global d'ici 5 ans. Ce poste exige une épouse issue du bon milieu, avec la bonne éducation, les bonnes relations, quelqu'un formé pour cette vie depuis l'enfance. Quelqu'un comme Peyton Ashford. Le nom m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Le sourcil de Victoria s'est arqué. Peyton est d'une famille convenable, oui, bien qu'elle ait ses propres défauts. Mais le principe demeure. Connor a besoin d'une partenaire qui comprenne son monde. Vous seriez perdue, ridiculisée, détruite par la pression. Je ne suis pas cruel. Je suis réaliste. Connor vous a-t-il dit tout ça ? Connor est contre les attentes. Il a 22 ans et se rebelle. C'est naturel. Mais il finira par revenir à la réalité. La question est de savoir combien de dégâts se produiront avant cela. Victoria a sorti un carnet de chèques. Je suis prête à vous offrir 200 000 $ pour mettre fin à cette relation proprement. Vous pourriez finir vos études sans dette, aider votre famille et prendre un nouveau départ. Le chiffre était stupéfiant, capable de changer une vie. Il résoudrait tous les problèmes financiers que ma famille avait jamais connus. Vous essayez de m'acheter. La colère a remplacé le choc. Je vous offre une solution pratique qui profite à tout le monde. Connor retourne à sa vie. Vous obtenez des ressources pour construire la vôtre. Pas de drame, pas de chagrin d'amour. Non. Le mot est sorti avec force. Votre argent ne m'intéresse pas, Madame Westfield. Si Connor veut rompre, il peut me le dire lui-même. Mais je ne disparaîtrai pas simplement parce que vous pensez que je ne suis pas assez bien. Victoria m'a étudié avec un nouvel intérêt, comme si j'étais un puzzle qu'elle avait mal calculé. Vous tenez vraiment à lui. Je l'aime. L'aveu m'a surprise autant qu'elle. Et peut-être que je ne suis pas de votre monde, mais je rends Connor heureux. Je le vois, lui, pas seulement l'héritier Westfield. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose ? Dans les contes de fées, peut-être. L'expression de Victoria est restée impassible. En réalité, l'amour ne suffit pas. Les pressions de notre monde écraseraient ce que vous avez ensemble. Je l'ai vu arriver des dizaines de fois. Elle m'a tendu une carte de visite malgré tout. Quand vous réaliserez que j'ai raison, et vous le ferez, appelez ce numéro. L'offre tient toujours. J'ai quitté la Bentley, tremblante de colère et de peur. Les mots de Victoria résonnaient dans mon esprit tout le long du chemin. Étais-je égoïste ? La vie de Connor serait-elle meilleure sans que je le tire vers le bas ? Connor m'attendait à mon appartement quand je suis arrivé, assis sur les marches du perron dans le froid. Il s'est levé immédiatement en me voyant. Ma mère est venue te voir. Ce n'était pas une question. Comment le savais-tu ?
Parce qu'elle m'a dit qu'elle prévoyait de le faire. La mâchoire de Connor était crispée. Je suis désolé, Riley. J'aurais dû te prévenir, mais j'espérais qu'elle ne le ferait pas vraiment. Elle m'a offert de l'argent pour que je te quitte. J'ai observé sa réaction attentivement. Les mains de Connor se sont serrées en poing. Combien? Est-ce que ça a de l'importance? Ça en a, car ça me dit à quel point elle est sérieuse pour nous séparer. Il a pris mes mains, son contact chaud contre mes doigts gelés. Que as-tu dit? Je lui ai dit non. Je lui ai dit que si tu voulais rompre, tu le ferais toi-même. J'ai scruté son visage. Mais Connor, elle n'a pas entièrement tort. Ta vie est si différente de la mienne. Que arrivera-t-il quand tu seras diplômé et que tu retourneras à Manhattan? Quand tu reprendras l'entreprise familiale? Quand tu auras besoin de quelqu'un qui sait quelle fourchette utiliser lors des dîners d'État? Alors tu apprendras quelle fourchette utiliser, a dit Connor simplement. Riley, je ne veux pas de quelqu'un de mon monde. J'ai fréquenté ces filles. Elles s'intéressent au nom Westfield, à l'argent, au statut. Toi, tu t'intéresses à moi. Tu me pousses à penser différemment. Tu me donnes envie d'être meilleur que le chemin qui m'a été tracé. Ta mère pense que je vais te retenir. Ma mère pense que quiconque n'assiste pas à ses fonctions sociales approuvées est indigne d'attention. Connor a pris mon visage entre ses mains. J'ai 22 ans et pour la première fois de ma vie, je fais mes propres choix. Je te choisis, Riley. La question est de savoir si tu me choisis. Sachant à quel point ça va devenir compliqué. J'ai pensé aux avertissements de Victoria, au monde dans lequel j'entrais, à chaque doute que j'avais jamais eu sur ma valeur. Puis j'ai pensé à Connor, à la façon dont il me faisait rire, dont il croyait en moi, dont il ne m'avait jamais fait sentir inférieur. Je te choisis, ai-je murmuré. Connor m'a embrassé là, sur les marches de mon appartement, et j'ai su que nous venions de déclarer la guerre aux attentes de sa famille. Je savais que les choses allaient devenir infiniment plus compliquées. Ce que je ne savais pas, c'est que Peyton Ashford avait photographié la Bentley de Victoria devant mon appartement et tissait déjà un récit sur les réseaux sociaux sur les croqueuses de diamants ciblant l'héritier Westfield. Je ne savais pas qu'au matin, mon visage serait partout sur les blogs à potins et les sites de tabloïds. La romance privée était terminée. Le spectacle public était sur le point de commencer. Et plus rien ne serait jamais simple. Je me suis réveillé avec 247 appels manqués et mon téléphone vibrant si violemment qu'il était tombé de ma table de chevet. L'horloge numérique indiquait 6h47. Ma première pensée cohérente a été que quelqu'un était mort. Riley. Emma a fait irruption dans ma chambre sans frapper, les yeux écarquillés de panique. Il faut que tu vois ça tout de suite. Elle a mis son téléphone sous mon nez. L'écran montrait un site de potin appelé Manhattan Elite Insider. Et là, en haute définition, il y avait une photo de moi quittant mon service à l'épicerie. L'air épuisé dans mon uniforme, avec le titre « La petite amie secrète de Westfield, croqueuse de diamants ou véritable amour ?» Mon estomac s'est noué. Continue de faire défiler, a insisté Emma. Il y avait d'autres photos. Moi, marchant vers la fac avec mon sac à dos usé. Connor et moi au marché de Noël. La Bentley de Victoria garée devant notre immeuble avec la légende « La matriarche Westfield tente de limiter les dégâts, paie la petite amie inappropriée de son fils ». L'article était vicieux. Il détaillait les difficultés financières de ma famille, mon travail à l'épicerie, mes études universitaires communautaires, et me dépeignait comme une arriviste calculatrice qui avait piégé un héritier milliardaire naïf. La section des commentaires était encore pire. Elle l'utilise clairement pour l'argent. Pathétique. Cette tenue crie le désespoir. Il pourrait faire tellement mieux. Je lui donne 3 mois avant qu'elle soit enceinte et demande une pension alimentaire. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Connor clignotant sur l'écran. J'ai répondu avec des mains tremblantes. Riley, ne lis pas les commentaires. Promets-moi que tu ne les liras pas. Sa voix était tendue, en colère d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Trop tard. Je me sentais anesthésié. Connor, ils savent où je travaille, où je vis. Ils ont des photos de ma famille. Je sais. Je m'en occupe. Mon avocat rédige déjà des mises en demeure. Des papiers bruissés en arrière-plan. Je viens te chercher. Fais une valise. Tu n'es pas en sécurité dans ton appartement en ce moment. Que veux-tu dire, pas en sécurité?
Comme pour répondre, des portières de voiture ont claqué dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai écarté le rideau. 3 camionnettes de presse étaient garées dans notre rue, et des photographes installaient des caméras pointées directement sur notre immeuble. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Fais tes bagages maintenant. Je suis là dans 15 minutes. Connor a raccroché. Les 2 heures suivantes ont été un tourbillon de chaos. Connor est arrivé avec une équipe de sécurité qui m'a escorté à travers une foule de journalistes hurlants. Des microphones étaient poussés sous mon nez. Des questions lancées comme des accusations. Riley, es-tu enceinte du bébé de Connor Westfield? Combien d'argent as-tu pris à la famille Westfield? Est-il vrai que tu as abandonné tes études? Le bras de Connor était comme une barre de fer autour de moi alors que nous nous frayions un chemin jusqu'à sa voiture. Une fois à l'intérieur, il a immédiatement levé la cloison de séparation entre nous et le chauffeur. Je suis tellement désolé, a-t-il dit, la mâchoire serrée. J'aurais dû anticiper ça. J'aurais dû mieux te protéger. Comment ont-ils découvert? Ma voix semblait distante, déconnectée. Peyton Ashford a posté des photos sur les réseaux sociaux avec des hashtags liés à ma famille. Ça a fait boule de neige à partir de là. Connor a sorti son téléphone, me montrant l'Instagram de Peyton. Elle avait posté la photo de la Bentley de Victoria avec la légende « Quand tu dois acheter le petit personnel ». La publication avait 43 000 likes et des milliers de commentaires spéculant sur la mystérieuse petite amie de Connor. « Je vais la détruire », a dit Connor froidement. « Je vais la poursuivre en justice jusqu'à la faillite. » Ne fais pas ça. Le mot est sorti plus fermement que je ne le pensais. C'est ce qu'elle veut. Compter assez pour que tu dépenses de l'énergie pour elle. Laisse-la avoir son moment. Connor m'a étudié avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Comment peux-tu être aussi calme? Je n'étais pas calme. J'étais terrifié, humilié et je luttais contre l'envie de vomir. Mais j'avais passé toute ma vie à être sous-estimé, moqué et rejeté. C'était juste une scène plus grande. Où allons-nous? Ai-je demandé au lieu de répondre. Quelque part en sécurité. Où nous pourrons décider de notre prochaine étape. Connor m'a emmené dans un appartement penthouse au centre-ville de Henderson dont je ne soupçonnais même pas l'existence. L'une des nombreuses propriétés que sa famille possédait à travers le pays. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient la ville, et les meubles coûtaient probablement plus cher que tout mon immeuble. Fais comme chez toi, a dit Connor, en jetant ses clés sur un comptoir en marbre. Nous resterons ici jusqu'à ce que les choses se calment. Les choses ne se calmeront pas, Connor. Je me tenais au milieu du salon, me sentant complètement déplacé. C'est ta vie maintenant. Notre vie. Il n'y a pas de retour à la normale. Il s'est approché de moi, prenant mes mains. Alors nous trouverons une nouvelle normalité, ensemble. Mon téléphone vibrait sans cesse de messages. La plupart provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes demandant des interviews, des étrangers envoyant des messages haineux, des opportunistes proposant de raconter mon histoire contre de l'argent. Mais j'en ai vu un d'un numéro inconnu qui m'a glacé le sang. Tu as tout gâché. Il était censé être à moi. Tu vas regretter d'avoir volé ce qui n'appartient pas à une ordure comme toi. Connor. Je lui ai montré le message. C'est Peyton? Son expression s'est assombrie. Je transfère ça à mon équipe de sécurité. Elle a franchi une ligne. La semaine suivante, la frénésie médiatique s'est intensifiée. Des journalistes ont retrouvé ma mère au travail, ont pris Jake en embuscade à l'école et ont transformé nos vies en cirque. Mes professeurs ont appelé pour savoir si je continuerais les cours. Le gérant de mon épicerie m'a suggéré de prendre un peu de temps libre jusqu'à ce que la tension retombe. Code pour « tu es viré ». Internet était divisé en 2 camps. Certains me défendaient comme une vraie fille qui avait capturé le cœur d'un milliardaire. D'autres m'éviscéraient comme une opportuniste croqueuse de diamants. Des articles de fond ont été écrits sur les clivages de classe, l'inégalité des richesses et les histoires de Cendrillon moderne. Mon visage était partout, et je n'avais aucun contrôle sur le récit. Nous devons faire une déclaration, a suggéré la publiciste de Connor, Diane, lors d'une réunion d'urgence au Penthouse. C'était une femme vive d'une 40aine d'années qui avait géré des crises de relations publiques pour tout le monde, des politiciens aux célébrités. Contrôlez l'histoire avant qu'elle ne vous contrôle. Quel genre de déclaration, ai-je demandé? Une interview. Une publication majeure.
vous et Connor, ensemble, racontant votre histoire avec vos propres mots. Diane a sorti sa tablette. J'ai eu des offres de Vogue, Vanity Fair, People Magazine et du New York Times. Vous choisissez le lieu. Je ne veux pas faire d'interview, ai-je dit immédiatement. Je ne veux pas être célèbre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Ce navire a déjà levé l'ancre, ma chérie. Le ton de Diane était gentil mais ferme. En ce moment, vous êtes un mystère, et les gens remplissent les mystères avec leurs pires suppositions. Vous devez vous humaniser. Leur montrer qui vous êtes vraiment. Elle a raison, a ajouté Connor à contre-cœur. Je déteste ça, mais elle a raison. Si nous restons silencieux, les tabloïds écrivent notre histoire à notre place. J'ai pensé à ma mère harcelée au travail. À Jack, dont les photos de son accident de skateboard avaient été déterrées et publiées avec des spéculations sur une fraude à l'assurance. À Emma, qui avait supprimé tous ses comptes de médias sociaux après avoir été harcelée par des étrangers. D'accord, ai-je accepté. Mais je ne changerai pas qui je suis pour mettre les gens à l'aise. S'ils veulent mon histoire, ils auront la vraie. Diane a souri. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. Maintenant, parlons de Vanity Fair. L'interview a été programmée pour 2 semaines plus tard, ce qui a donné amplement le temps à Internet de continuer à disséquer ma vie. Quelqu'un a trouvé mes photos de l'annuaire du lycée et s'est moqué de mon appareil dentaire et de mon acné. Une autre personne a lancé un fil de discussion analysant chaque tenue que j'avais portée sur les photos des paparazzi, concluant que je n'avais aucun sens du style. Un mème particulièrement cruel me comparait aux ex-petites amies de Connor, toutes des mannequins et des mondaines, avec la légende, laquelle n'a pas sa place. À travers tout cela, Connor est resté inébranlable. Il a posté une seule photo sur son compte Instagram jusqu'alors dormant. Une photo de nos mains entrelacées avec la légende, ce qui est vrai se reconnaît. Le reste n'est que du bruit. Elle a obtenu 2,3 millions de likes en 6 heures. La réponse de Peyton a été immédiate. Elle a posté une vieille photo d'elle et de Connor à un gala de charité datant d'années, avant qu'il n'aille à Henderson. La légende disait, certaines connexions sont intemporelles. Elle est délirante, a marmonné Connor, en regardant son téléphone. Mais le mal était fait. Le récit incluait maintenant des spéculations sur l'histoire de Connor et Peyton, sur le fait que je n'étais qu'une passade, sur le moment où il retournerait inévitablement dans son monde. La nuit précédant l'interview de Vanity Fair, je me tenais aux fenêtres du Penthouse, regardant les lumières de la ville en contrebas. Connor est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. « Tu as des doutes ?» a-t-il demandé doucement. « Sur toi ? » Jamais. Je me suis appuyé contre lui. Sur le fait de savoir si je suis assez forte pour cette vie ? Chaque jour. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Riley Brennan. Il m'a embrassé sur la tempe. Demain, nous leur dirons qui tu es vraiment, et ils vont t'adorer, ou du moins te respecter. Quoi qu'il en soit, ils ne pourront pas t'ignorer. Je voulais le croire. Mais alors que je regardais mon reflet dans la vitre sombre, Riley Brennan, ordinaire, d'un appartement d'une chambre, vivant maintenant dans un Penthouse et se préparant pour une interview nationale, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'étais au bord d'une falaise. L'interview de Vanity Fair me donnerait soit des ailes, soit me ferait chuter. Demain, le monde saurait laquelle des deux. Le studio du photographe de Vanity Fair était intimidant. Des murs tout blancs, du matériel coûteux et une équipe de personnes dont le travail était de me faire paraître comme si j'appartenais au monde de Connor. Un maquilleur nommé Marcus a travaillé sur mon visage tandis qu'une styliste nommée Sophia tenait des robes de créateurs qui coûtaient plus cher que la voiture de ma famille. Nous pensons à quelque chose d'élégant mais accessible, a expliqué Sophia, en me montrant une robe de couleur crème d'un créateur dont je n'avais jamais entendu parler. Vous voulez avoir l'air soigné sans donner l'impression d'en faire trop. En gros, jouer à la riche naturelle, ai-je dit, incapable de retenir le sarcasme dans ma voix. Marcus a fait une pause au milieu de son coup de pinceau, puis a ri. Oh, je vous aime bien. La plupart des gens avec qui nous travaillons prennent ça mortellement au sérieux. Vous êtes rafraîchissante. La journaliste, Catherine Mills, était une reporter chevronnée connue pour ses interviews pénétrantes. Elle avait fait pleurer des politiciens et fait sortir des célébrités de leur gonds. Alors qu'elle s'installait dans le fauteuil en face de Connor et moi, ses yeux vifs évaluaient tout. Commençons par la question évidente, a commencé Catherine, son enregistreur en marche. Riley,
Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous êtes une croqueuse de diamants poursuivant Connor pour son argent? Connor a commencé à interrompre, mais j'ai touché doucement son bras. C'était mon histoire à raconter. Je dirais que ces accusations viennent de personnes qui ne peuvent pas imaginer que quelqu'un puisse valoriser la connexion plutôt que le capital, ai-je répondu avec soin. J'ai rencontré Connor en tant que camarade de classe, pas en tant que Westfield. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui me mettait au défi intellectuellement, qui me faisait rire, qui me voyait comme une personne plutôt qu'une statistique. L'argent était en fait une complication, pas une attraction. Une complication? Comment? Parce que soudain, notre relation privée est devenue propriété publique. Parce que des gens que je n'ai jamais rencontrés se sentent en droit d'avoir des opinions sur mon caractère, mes intentions, ma valeur en tant qu'être humain. J'ai regardé Catherine droit dans les yeux. Je n'ai pas grandi avec de l'argent et je ne m'excuserai pas pour ça. Ma mère a fait 3 boulots pour nous nourrir. J'ai travaillé pour aider à subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. La pauvreté n'est pas une défaillance morale, c'est une circonstance. Mais apparemment, dans certains cercles, cela vous disqualifie de l'émotion humaine authentique. Le sourcil de Catherine s'est légèrement levé. Un bon signe. Connor avait dit qu'elle s'intéressait. Connor, votre mère aurait offert de l'argent à Riley pour mettre fin à la relation. Pouvez-vous le confirmer? La mâchoire de Connor s'est crispée. Ma mère agit par protection, pas par méchanceté. Elle croit qu'elle me protège d'une erreur. Mais elle a tort. Riley n'est pas une erreur. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Même si sortir avec elle a fait de vous la proie des tabloïds, vous a coûté votre vie privée, et a potentiellement endommagé vos relations familiales? Ces choses étaient endommagées bien avant que Riley n'entre dans ma vie, a dit Connor fermement. Ma famille a toujours valorisé la réputation plutôt que l'authenticité, le statut plutôt que la substance. Riley représente tout ce qu'ils prétendent admirer, le travail acharné, l'intelligence, la détermination. Mais parce qu'elle n'est pas emballée dans le bon pédigré, ils ne peuvent pas le voir. C'est leur échec, pas le sien. Catherine a griffonné des notes, puis s'est retournée vers moi. Riley, il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux concernant votre éducation, votre travail, votre milieu. Est-ce que cette surveillance vous dérange? Bien sûr que ça me dérange. Je refuse de prétendre le contraire. Avoir des étrangers qui dissèquent votre vie, se moquent de votre famille, jugent chacun de vos choix, c'est déshumanisant. Mais c'est aussi révélateur. Les gens qui m'attaquent ne se soucient pas vraiment du bien-être de Connor. Ils sont mal à l'aise avec la mobilité sociale, avec l'idée que l'amour puisse franchir les frontières économiques. Je perturbe leur récit confortable sur la façon dont le monde devrait fonctionner. C'est une analyse assez poussée pour une jeune de 21 ans. Être pauvre vous donne une formation accélérée en dynamique sociale, ai-je répondu. Vous apprenez rapidement comment les gens vous traitent différemment en fonction de votre adresse, de vos vêtements, de vos perspectives. Le monde de Connor a juste rendu ces dynamiques plus explicites et plus publiques. L'interview a duré 2 heures. Catherine a posé des questions sur notre premier rendez-vous, sur la décision de Connor d'aller dans une université communautaire, sur mes aspirations pour l'avenir. Elle était minutieuse mais juste, ne cherchant jamais les coups bas ou les moments à piège. Pendant une pause, Sophia a ajusté ma robe pendant que Marcus retouchait mon maquillage pour les photos. Connor m'a serré la main. « Tu es incroyable », a-t-il murmuré. « J'ai l'impression d'être en procès, ai-je admis. »« Tu n'es pas en procès. Tu dis la vérité. Il y a une différence. » La séance photo était surréaliste. Le photographe nous a positionnés, Connor et moi, dans diverses poses. Lui dans un costume Tom Ford, moi dans cette robe de créateur crème, tous deux essayant d'avoir l'air naturel tout en étant tout sauf ça. À un moment donné, Connor a fait une grimace ridicule quand le photographe ne regardait pas, et j'ai éclaté de rire. Le photographe l'a capturé. « C'est celle-là », a-t-elle déclaré. Ça, juste là, c'est vrai. 3 semaines plus tard, le magazine est sorti avec cette photo en couverture. Connor et moi, riant, ma main sur sa poitrine, ses yeux uniquement sur moi. Le titre disait « L'amour au-delà des clivages, Connor Westfield et Riley Brennan sur la romance de classe et la réécriture des règles ». L'article était remarquable. Catherine avait capturé notre histoire avec nuance et profondeur, incluant des citations qui nous humanisaient tous les deux. Elle avait également fait ses propres recherches,
interviewant mes professeurs qui louaient mes capacités académiques, d'anciens collègues qui témoignaient de mon caractère, et même des camarades de classe qui décrivaient Connor comme « le gars riche le plus simple que vous rencontrerez jamais ». La réponse du public a été écrasante. Soudain, mes réseaux sociaux, que j'avais créés à contre-cœur sur l'insistance de Diane, ont explosé de messages de soutien. Des femmes ont partagé leurs propres histoires de jugement sur leur milieu. Des articles de fond ont loué l'interview pour avoir abordé l'inégalité des richesses et les préjugés sociaux. Les blogs de mode ont analysé mon « élégance accessible ». Les clubs de lecture voulaient savoir ce que je lisais. Même certains critiques se sont adoucis. Le récit est passé de « croqueuse de diamants séduisant un héritier naïf » à « une romance moderne défiant des systèmes de classe obsolètes ». Tout le monde n'était pas convaincu, bien sûr. Peyton a posté une longue story Instagram disséquant l'interview, affirmant que c'était de la propagande mise en scène et que la véritable histoire était beaucoup plus laide. Victoria Westfield a publié une déclaration laconique par l'intermédiaire de son publiciste. La famille Westfield préserve la confidentialité des questions personnelles et n'a aucun commentaire sur les spéculations médiatiques récentes. Mais le père de Connor a pris contact. Un développement surprenant. Harrison Westfield III a demandé un dîner privé pour me rencontrer correctement. Connor était sceptique. Mon père ne fait jamais rien sans un but stratégique, a-t-il prévenu alors que nous nous rendions au restaurant 5 étoiles que Harrison avait choisi. Sois prête à tout. Harrison Westfield était une version plus âgée et plus raffinée de Connor. Cheveux argentés, présence imposante, des yeux qui évaluaient tout. Sa poignée de main était ferme, son sourire calculé. Riley, merci de vous joindre à nous. Il a fait un geste vers la salle à manger privée qu'il avait réservée. J'étais curieux de rencontrer la femme qui a captivé l'attention de mon fils si complètement. Le dîner était une partie d'échecs. Harrison a posé des questions inquisitrices déguisées en conversation polie. Où me voyais-je dans 5 ans? Comment me sentais-je face aux responsabilités qui accompagnaient le nom Westfield? Avais-je considéré l'impact sur les futures entreprises de Connor? Monsieur Westfield, j'apprécie vos préoccupations, ai-je dit pendant le plat principal, en posant ma fourchette. Mais je n'auditionne pas pour un rôle dans votre famille. Je suis amoureuse de votre fils. Si cela complique vos plans de succession ou vos réunions de conseil d'administration, c'est quelque chose que vous et Connor devez discuter. Mais mes sentiments pour lui ne dépendent pas de votre approbation. Le silence est tombé sur la table. Connor semblait partagé entre la fierté et l'anxiété. Harrison m'a étudié avec un intérêt renouvelé. Puis il a ri. Un rire authentique et surpris. Victoria a dit que vous étiez têtu. Je ne réalisais pas qu'elle voulait dire redoutable. Y a-t-il une différence, ai-je demandé. Dans notre monde, une différence significative. Harrison s'est adossé à sa chaise. Riley, je n'ai pas bâti un empire de plusieurs milliards de dollars en ignorant les gens qui me défient. Vous avez raison. Votre relation avec Connor ne dépend pas de mon approbation, mais elle implique de comprendre dans quoi vous vous engagez. Le nom Westfield s'accompagne d'obligations, de surveillance et de pression qui briseraient la plupart des gens. Alors c'est une bonne chose que je ne sois pas comme la plupart des gens. Le sourire de Harrison était énigmatique. En effet. Connor, je crois que tu as choisi. De manière intéressante. Ce n'était pas une acceptation, mais ce n'était pas non plus une opposition catégorique. En quittant le restaurant, Connor était silencieux. À quoi penses-tu? Ai-je demandé. Au fait que tu viens de faire quelque chose que personne n'a réussi depuis des années. Tu as impressionné mon père. Il respecte la force, et tu n'as pas reculé. Connor m'a serré contre lui. Tu continues de m'étonner, Riley Brennan. L'article de Vanity Fair a marqué un tournant. La perception du public a changé. Des invitations sont arrivées. Des invitations légitimes, pas opportunistes ou moqueuses. Une fondation travaillant sur l'accès à l'éducation m'a demandé de prendre la parole à leur gala. Une université pour femmes voulait que je participe à une table ronde sur le dépassement des barrières sociales. Je devenais quelque chose que je n'avais jamais eu l'intention d'être. Un symbole. Vous pourriez faire beaucoup de bien avec cette plateforme, a suggéré Diane lors d'une de nos réunions stratégiques. Transformez l'attention en plaidoyer pour des causes qui vous tiennent à cœur. Je voulais juste sortir avec mon petit ami sans être crucifié en ligne, ai-je protesté. Eh bien, ce navire a déjà levé l'ancre,
s'est écrasé et a été récupéré pour les droits d'une émission de télé-réalité, a répondu Diane sans détour. Alors maintenant, vous pouvez soit laisser le récit continuer sans vous, soit le façonner en quelque chose de significatif. Elle avait raison, bien sûr. Si j'allais être scruté de toute façon, autant que ce soit pour quelque chose de plus que du divertissement de tabloïd. Mais aucun de nous n'avait anticipé ce qui allait suivre. La demande en mariage de Connor, le mariage qui allait faire exploser Internet, et la dernière tentative désespérée de Peyton pour détruire tout ce que nous avions construit. Le vrai drame était encore à venir. Connor m'a demandé en mariage le jour de l'anniversaire de notre premier rendez-vous, et fidèle à lui-même, il l'a rendu incroyablement parfait tout en restant authentiquement nous. Pas de spectacle public tape à accent grave-l'œil, pas de moment orchestré pour les réseaux sociaux, juste nous deux, de retour chez Marello S. Le restaurant où Peyton avait essayé de m'humilier et où Connor m'avait défendu. Tu te souviens d'être assise ici même il y a 1 an, a demandé Connor alors que le dessert arrivait. Tiramisu, encore. Tu étais terrifié par les serviettes en tissu. J'étais terrifié par tout, ai-je admis. Terrifié que tu réalises que je n'avais pas ma place dans ton monde. Et maintenant? Il a tendu la main sur la table, prenant la mienne. Maintenant, je sais que je n'ai pas ma place dans ton monde. J'ai ma place avec toi. Il y a une différence. Connor a souri, ce sourire qui faisait encore battre mon cœur, puis il a glissé de sa chaise et s'est mis à genoux. Le restaurant est devenu silencieux. Plusieurs clients ont sorti leur téléphone. Riley Brennan, tu es la personne la plus courageuse, la plus intelligente et la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu as remis en question tout ce que je pensais savoir sur la vie, sur l'amour, sur ce qui compte vraiment. Tu as tenu tête à ma mère, géré une surveillance médiatique qui briserait la plupart des gens, et tu n'as jamais perdu de vue qui tu es. Il a sorti une boîte en velours, l'ouvrant pour révéler un superbe diamant taille émeraude qui captait la lumière des bougies. Je ne veux pas naviguer dans cette vie compliquée, belle et désordonnée avec quelqu'un d'autre. Veux-tu m'épouser? À travers mes larmes, j'ai réussi à prononcer un seul mot. Oui. Le restaurant a éclaté en applaudissements. Au moment où nous sommes partis, la vidéo de la demande en mariage était déjà en tendance sur Twitter. #fiançailles Westfield est devenu numéro 1 mondial en moins de 2 heures. Organiser un mariage en tant que couple le plus commenté d'Amérique, c'était comme planifier une opération militaire. Chaque décision devenait un débat public. Chaque fournisseur devait signer des accords de non-divulgation en béton. Les préoccupations de sécurité signifiaient que nous ne pouvions pas utiliser de lieux traditionnels, et la liste des invités s'est transformée en un champ de mine politique. Ta mère a renvoyé son RSVP, ai-je dit à Connor, 6 mois après le début des préparatifs. Elle ne vient pas. L'expression de Connor s'est durcie. Elle nous punit toujours de ne pas avoir rompu sur commande. Ton père vient, par contre. Et ta sœur. La sœur cadette de Connor, Madison, était devenue une alliée inattendue, m'envoyant des idées de robe par texto et m'offrant un soutien moral. C'est déjà ça. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que son rejet nous avait libérés pour organiser le mariage que nous voulions vraiment. Pas l'événement mondain qu'elle aurait exigé, mais une célébration qui honorait nos deux mondes. Nous avons choisi un vignoble boutique dans la Napa Valley, assez élégant pour le nom Westfield, assez intime pour être personnel. J'ai insisté pour inclure ma communauté, ma mère en tant que mère de la mariée, évidemment, mais aussi mes professeurs, mes collègues et mes amis de Henderson. Connor a invité ses vrais amis plutôt que des contacts par obligation sociale. Peyton, évidemment, n'était pas invité, ce qui ne l'a pas empêché d'essayer de saboter les préparatifs. 2 semaines avant le mariage, Diane a appelé en panique. Peyton Ashford propose une interview vérité au tabloïd. Elle prétend avoir des révélations explosives sur le passé de Connor et votre relation. Mon estomac s'est noué. Quel genre de révélation? Elle allègue que Connor avait une relation avec elle pendant qu'il sortait avec toi. Qu'il avait promis de rompre avec toi et de l'épouser à la place. Que toute cette histoire avec toi n'était qu'une phase de rébellion. C'est complètement faux, a dit Connor furieusement quand je lui ai raconté. Nous étions en train de faire la dernière visite du lieu, mais il a immédiatement sorti son téléphone. J'appelle mes avocats. Nous allons l'enterrer sous les litiges. Attends. J'ai attrapé son bras. Ne le fais pas, Riley. Elle essaie de détruire ta réputation juste avant notre mariage. Exactement. Juste avant notre mariage.
ce qui signifie que tout ce que nous ferons pour répondre deviendra une partie de l'histoire, détournera l'attention de ce qui compte vraiment, et lui donnera exactement l'attention qu'elle recherche désespérément. J'ai pris une profonde inspiration, pensant stratégiquement. Laissons-la publier tous les mensonges qu'elle veut. Nous répondrons avec la vérité, avec notre mariage, avec des photos d'amour authentiques qu'aucune interview de tabloïd ne pourra concurrencer. Diane a semblé impressionnée. C'est remarquablement mature. Et aussi stratégiquement brillant. Se battre avec elle dans la presse vous fait paraître sur la défensive. L'ignorer la fait paraître désespérée. Connor m'a étudié avec cette expression d'émerveillement à laquelle je ne m'étais jamais habitué. Comment fais-tu pour être toujours la personne la plus intelligente de la pièce? Parce que j'ai été sous-estimé toute ma vie, ai-je répondu. Je sais jouer sur le long terme. L'interview de Peyton a été publiée 5 jours avant le mariage. C'était exactement aussi pathétique que prévu. Des affirmations mal étayées, des accusations amères et une jalousie à peine déguisée en inquiétude. Quelques blogs à potins l'ont reprise, mais la plupart des grands médias l'ont ignorée, la jugeant peu fiable. Le jour du mariage est arrivé avec un temps californien parfait. Ma mère m'a aidé à enfiler ma robe, une création sur mesure d'un designer qui avait offert ses services après avoir lu l'article de Vanity Fair. Elle était élégante sans être ostentatoire. Chère, mais pas obscènement. Tu ressembles à une princesse, a soufflé Emma, les yeux écarquillés. Je me ressemble à moi, ai-je corrigé doucement. Juste la version la mieux habillée. J'ai qu'à frapper à la porte de la suite nuptiale, mal à l'aise dans son smoking. Riley, il y a quelqu'un ici qui veut te voir. Dis que c'est important. Mon cœur s'est serré. Si Peyton s'était vraiment montré pour faire une scène. Mais ce n'était pas Peyton. C'était Victoria Westfield. La mère de Connor se tenait dans le couloir, semblant plus petite que dans mon souvenir, son sang-froid parfait montrant des fissures. Puis-je avoir un moment? J'ai fait signe à ma famille de nous laisser en privé, bien qu'Emma ait semblé prête à se battre physiquement avec quiconque me contrarierait. Je ne suis pas ici pour arrêter le mariage, a dit Victoria doucement. Je suis ici pour m'excuser. De toutes les choses auxquelles je m'attendais, ce n'était pas l'une d'entre elles. J'ai passé l'année dernière convaincu que vous n'étiez pas faite pour mon fils. Mauvais milieu, mauvaise préparation, tout était mauvais. La voix de Victoria était stable, mais ses yeux étaient vulnérables. Puis j'ai regardé l'interview de Vanity Fair, pas seulement la version montée que tout le monde a vue. Diane m'a envoyé la transcription complète. Et j'ai réalisé quelque chose que j'étais trop fier pour admettre. Elle a fait une pause, se reprenant. Vous aimez Connor de la même manière que j'aimais son père quand nous nous sommes mariés, avant que les obligations et les attentes de la société ne transforment notre relation en un partenariat commercial. Vous le voyez, lui, pas l'héritier Westfield. Vous le mettez au défi d'être meilleur plutôt que de gérer son image. Vous êtes tout ce que j'étais avant de laisser ce monde me changer. Les yeux de Victoria brillaient. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que vous sachiez que je me suis trompé sur vous, sur ce dont Connor a besoin, sur ce que signifie être bonne à marier. Ma gorge s'est serrée d'une émotion inattendue. Madame Westfield. Le mariage commence dans 1 heure. Je ne m'imposerai pas si vous préférez que je parte. Mais si vous me permettez d'assister, d'être témoin du mariage de mon fils avec une femme remarquable, je serai honoré. J'ai pensé à toute la cruauté, à la tentative de corruption, au rejet. Puis j'ai pensé au visage de Connor quand il parlait de sa famille, à la blessure derrière sa colère, à l'espoir qu'il essayait de cacher. Premier rang, côté gauche, ai-je dit. À côté de votre mari et de votre fille. Le sang-froid de Victoria a finalement craqué. Elle m'a brièvement étreinte, mais sincèrement. Merci. Et Riley, bienvenue dans la famille. La cérémonie était magique. 200 invités ont rempli le vignoble alors que je remontais l'allée au bras de ma mère. Toutes deux pleurant des larmes de joie. Connor se tenait à l'autel, ressemblant à tous les rêves que je n'avais jamais osé avoir. Ses yeux uniquement sur moi. Nous avions écrit nos propres vœux. Les miens incluaient « Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as valorisé quand je me sentais sans valeur. Tu es resté à mes côtés quand il aurait été plus facile de partir. Je promets de faire de même pour toi, chaque jour, pour le reste de notre vie. » La voix de Connor était chargée d'émotion pendant les siens, « Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en dynastie. Elle se mesure en authenticité,
en courage et en amour. Tu es la personne la plus riche que je connaisse, Riley Brennan, et je suis l'homme le plus chanceux du monde. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme, les acclamations étaient assourdissantes. La réception était un mélange parfait d'élégance et de joie. Le gérant de mon épicerie a porté un toast à mon éthique de travail. Madison a raconté des histoires embarrassantes sur l'enfance de Connor. Ma mère a dansé avec Harrison Westfield pendant qu'il s'excusait pour le traitement initial de sa famille à notre égard. Même Victoria a souri sincèrement en nous regardant, Connor et moi, couper le gâteau. Mais la véritable explosion sur Internet est venue des photos professionnelles. Notre photographe avait tout capturé. Mon rire pendant la cérémonie, les larmes de Connor pendant mes vœux, le moment où nous avons été déclarés mariés. Mais la photo qui est devenue virale était plus simple. Connor et moi pendant notre première danse, nos fronts se touchant, les yeux fermés, complètement perdus l'un dans l'autre. La légende était juste nos noms et la date. Moins d'une heure après avoir été publiée sur notre compte Instagram officiel du mariage, la photo a fait planter la plateforme. Les serveurs ne pouvaient pas gérer le trafic. Elle a été repartagée des millions de fois sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les médias du monde entier ont publié des articles. Le mariage qui a fait exploser Internet est devenu le titre universel. #mariage Westfield a été en tendance mondiale pendant 3 jours d'affilée. Les photos ont généré plus d'engagement que n'importe quel mariage de célébrité dans l'histoire. Les magazines de mode ont analysé chaque détail. Les blogueurs romantiques nous ont déclaré « couple idéal ». Même les gens qui m'avaient critiqué auparavant ont admis que le mariage était d'une beauté à couper le souffle. Et Peyton ? Son interview vérité a été ensevelie sous l'avalanche d'amour et de célébrations authentiques. Ces réseaux sociaux sont devenus une ville fantôme alors que ses anciens partisans se désabonnaient en masse. Elle avait voulu détruire notre bonheur, mais a fini par révéler sa propre amertume. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu un message inattendu sur Instagram. C'était d'une jeune fille du Texas. Je viens d'une famille pauvre, et tout le monde me dit que je ne peux pas rêver en grand. Mais voir votre histoire m'a fait croire que l'endroit d'où l'on vient ne détermine pas où l'on finit. Merci de m'avoir montré que l'amour et l'authenticité comptent plus que l'argent. J'ai montré le message à Connor, les larmes aux yeux. Tu as changé le récit, a-t-il dit doucement. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bien. Nous l'avons changé, ai-je corrigé. Ensemble. 6 mois après notre mariage, j'ai créé une fondation axée sur l'accès à l'éducation pour les étudiants à faible revenu. Connor a utilisé sa plateforme commerciale pour plaider en faveur de la mobilité économique et de l'équité de classe. Nous avons acheté une maison à Henderson, pas un manoir, mais une maison confortable où nous pouvions rester connectés à nos racines. Victoria est devenue une alliée inattendue, utilisant son influence sociale pour soutenir notre fondation. Harrison a offert un mentorat en affaires. Madison et moi sommes devenus de véritables amis. Quant aux personnes qui s'étaient moquées de moi, m'avaient qualifié de pas bonne à marier et avaient insisté sur le fait que je n'avais pas ma place, la plupart se sont finalement excusées, certaines sincèrement, d'autres par opportunisme. Quelques-unes n'ont jamais reconnu leur cruauté. Mais voici ce que j'ai appris à travers tout cela. Être bonne à marier ne dépend pas de votre compte en banque, de votre pédigré ou de vos relations. C'est une question de caractère, d'engagement et de choisir quelqu'un qui voit votre valeur même quand le monde ne la voit pas. Connor et moi avons construit une vie qui honorait nos 2 origines, sa richesse et ses privilèges, ma lutte et ma détermination. Nous avons utilisé notre plateforme pour le bien, nous nous sommes aimés farouchement et n'avons jamais oublié d'où nous venions. Alors, à quiconque on a déjà dit qu'il n'était pas assez bien, pas le bon parti, pas bon à marier, ne laissez pas l'imagination limitée de quelqu'un d'autre définir votre valeur. La bonne personne vous verra clairement, vous aimera complètement et se tiendra à vos côtés pendant que vous prouverez à tout le monde qu'ils avaient tort. Et quand cela arrivera, croyez-moi, c'est mieux que n'importe quel conte de fées. Je m'appelle Riley Westfield, et voici comment une fille d'un appartement d'une chambre a épousé la royauté américaine et a vécu pour raconter son histoire.